Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Une importante délégation gouvernementale conduite par le président de l'Assemblée nationale a rencontré la population de la localité de La Assa dans la région d'Obok. Et la révolution numérique créatrice d'emplois en Afrique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'ambassadeur de la République de Djibouti et représentant de Djibouti aux Nations Unies, Mohamed Saïd Douail, a présidé la 3e commission de l'Assemblée générale à sa 76e session. Cette Assemblée générale attribuée à la 3e commission les points de l'ordre du jour relatifs à un éventail de questions sociales, humanitaires, de droits de l'homme qui affectent les gens partout dans le monde. Ce comité s'est concentré sur l'examen des questions relatives aux droits de l'homme, y compris les rapports de procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme qui a été créé en 2006. En octobre 2020, le comité a entendu et interagi avec les rapporteurs spéciaux, les experts indépendants et les présidents des groupes de travail mandatés par le Conseil des droits de l'homme. Le comité a discuté également des questions relatives à la promotion de la femme, à la protection des enfants, aux questions autochtones, au traitement des réfugiés, à la promotion des libertés fondamentales par l'élimination du racisme et de la discrimination raciale et aux droits de l'autodétermination. Nous vous le disions il y a quelques instants dans le titre de cette édition, dans le cadre de la politique de développement économique et social mise en place par le président de la République pour améliorer durablement les conditions de vie des populations, une forte délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, accompagné du ministre du Budget, du secrétaire d'État au sport, des parlementaires et autres cadres de l'administration centrale et des hauts cadres issus de la région d'Obok, s'est rendu dans la localité de La Assa, dans la sous-préfecture de Khorangar, de la région d'Obok. La Assa donc est située à 55 km au nord du chef-lieu de la région d'Obok. La délégation a été accueillie chaleureusement à Obok par le préfet de la région, le président du conseil régional par intérim, des autorités civiles et militaires, des parlementaires, des élus locaux, des hauts cadres de l'administration et des représentants de la société civile. Et suivi d'un cortège, la délégation conduite par le président Hamed s'est ensuite mise en route pour aller à la rencontre de la population de La Assa en vue donc de palper les doigts les réalités, évaluer donc les conditions de vie et trouver des solutions rapides et transmettre les doléances aux institutions en charge et enfin au président de la République qui vise dans sa politique à rapprocher la population pour s'enquérir de leur situation en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et les habitants de La Assa et ses périphéries sont réunis donc pour accueillir chaleureusement la délégation. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de remercier la population de La Assa pour leur hospitalité. Ensuite, la délégation et la population locale se sont assis donc et commencèrent une discussion directe et sincère. Les chefs coutumiers, les femmes et les différents représentants de cette localité ont tour à tour pris la parole pour exprimer leurs doléances, portant notamment sur le renforcement des secteurs de développement de base. Les échanges ont porté aussi sur les réalisations, les projets en cours et tout ce qui reste encore à entreprendre pour améliorer les conditions de vie de cette population, à l'instar de l'amélioration de l'accès à l'eau, à la santé et à la délégation. Et cette visite a été fortement saluée par la population de La Assa, qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au président de la République et à la délégation. Finalement, les échanges furent clôturés par une invocation collective et en dernier lieu, la délégation et la population se sont assis donc pour déguster un repas collectif. Oh, Mama Africa. Oh, Mama Africa. Oh, Mama Africa. Yekeleni sinni mabono Africa. Africa. Sitageni bisohiyo no Africa. Africa. Yekeleni sinni mabono Africa. Africa. Sitageni bisohiyo no Africa. Africa. Africa daylo yarhiba isin jabutil inki harhiba Africa
هدايلو يا رحبا بسين دبوتل إنك هرحبا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا. Et après un accueil des plus chaleureux réservé donc à l'ARASA, la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale en présence des ministres du budget, du secrétaire d'État et au sport et des parlementaires de la région et des représentants de la population de l'ARASA et des environs ont pris la parole lors de la réunion de proximité. Les intervenants ont fait état tour à tour des problèmes sociaux prioritaires que rencontrent les familles de l'ARASA, avec notamment la difficulté d'accès à l'eau, étant donné que certains forages sont en panne à cause du manque d'entretien. Ils ont également demandé des services chargés de la gestion soient rapprochés de la région, un plaidoyer fait par les autorités qui n'a pas encore été concrétisé, et par manque d'infrastructures éducatives adéquates et de l'éloignement de l'accès à l'éducation difficile donc, ainsi que l'accès aux soins par manque de capacité. Une élue donc, Fatou Mohamed Dobok, a soulevé les difficultés rencontrées par les familles de l'ARASA, souhaitant la reprise du soutien alimentaire en faveur des familles rurales démunies. Un parlementaire également qui a participé à la préparation de cette rencontre de proximité qui a permis des échanges directs entre la population et les officiels de la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier s'est réjoui donc de l'objectif noble de la mission, qui ne consiste pas à solliciter des suffrages et constater de visu les conditions de la population des familles de l'ARASA et de ses environs. Par ailleurs, le parlementaire a annoncé un projet engagé donc par l'association avec le soutien de l'ONG Ar-Rahma pour la construction de 50 logements prochainement. Il a également demandé le soutien de la délégation pour concrétiser donc ce projet de construction susceptible d'absorber une partie des problèmes sociaux des habitants de l'ARASA. Le regroupement des familles sur un lieu sera propice pour la reprise des cours au profit des élèves à l'ARASA et de localités avoisinantes, tout en permettant de freiner l'exode rural des familles. Et de son côté, le secrétaire d'État au sport originaire de la région d'Obok, Hassan Mohamed Kamil, a remercié donc la population de l'ARASA pour la qualité de l'accueil. Nous sommes à l'ARASA, a-t-il dit, avec la délégation conduite par le président de l'hémicycle pour être à l'écoute de nos concitoyens. Nous ramenons donc avec des soutiens pour les familles démunies du secteur. Notre première mission, conformément à la politique de rapprochement de l'administration des administrés, surtout dans les zones rurales, est d'être à l'écoute et de découvrir par nous-mêmes les conditions de vie de nos concitoyens, notamment de l'ARASA et de ses environs. Nous avons participé à des réunions similaires dans les autres régions et aujourd'hui, je suis satisfait, a poursuivi le secrétaire d'État au sport, que la délégation conduite par le président Ahmed séjourne dans la région d'Obok pour une réunion de proximité avec la population de l'ARASA et de ses environs. فاسين ما مقا سين ميكرو سين حي ان شاء الله. Et pour sa part, le ministre du Budget qui a accompagné cette importante délégation a indiqué, je cite, « Nous sommes venus ici donc à l'ARASA pour d'abord partager fraternellement un moment avec notre population en vue de nous tenir mutuellement au courant de nos situations et ressentir directement la perception de cette population. Au-delà de nos missions et responsabilités, l'objectif principal de nos déplacements est de côtoyer notre population, se familiariser avec elle et rendre durable la proximité et les liens fraternels. Cette proximité facilitera le rapprochement entre les Djiboutiens et renforcera certainement l'unité nationale et la fraternité djiboutienne. Cette proximité nous apportera, a conclu le ministre du Budget, aussi un climat de confiance et suscitera en nous l'amour et la compassion et la volonté de nous entraider. Ainsi, nous pouvons collectivement repérer et solutionner les problèmes afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de l'ARASA et des environs de la région d'Obok, a conclu le ministre du Budget, Abdul Karim Adencher.
Et enfin, clôturant la série des interventions, le président de l'Assemblée nationale donc, qui conduisait cette délégation a indiqué donc, en s'adressant à l'assistance lors de la réunion de proximité, il a remercié donc la population de Larassa et ses environs pour l'accueil chaleureux en son nom, mais aussi au nom de la délégation qui l'accompagnait. Le premier objectif de notre mission, a-t-il indiqué à Larassa, est de constater par nous-mêmes les conditions de vie de nos concitoyens de cette localité située donc à 55 km au nord du chef-lieu de la région d'Obok. Nous avons fait des visites similaires dans les autres régions et aujourd'hui, le tout dans la région d'Obok, en nous rendant à Larassa avec une forte délégation composée des membres du gouvernement, des parlementaires et de hauts responsables. D'emblée, le président a affirmé que la délégation est à Larassa pour échanger et discuter avec les populations et du secteur dans cette zone rurale, ajoutant que la délégation n'est pas venue solliciter des voix des habitants et faire des annonces ou des promesses, mais donc surtout venu constater les conditions des habitants de ce secteur, trouver des solutions rapides sur place aux difficultés soulevées et répertorier et trier les doléances afin de faire le plaidoyer et le suivi donc auprès des institutions en charge des dossiers et satisfaire la population de Larassa et de ses environs. Par cette visite, nous voulons montrer, a poursuivi le président Ahmed, que nos concitoyens ont le droit de résider et de vivre sur l'ensemble du pays. Nous voulons aussi montrer que les citadins et les ruraux doivent bénéficier des droits identiques et des mêmes avantages pour promouvoir le développement socio-économique. Nous avons aussi pour objectif, a-t-il indiqué, d'engager des réflexions et trouver des solutions à l'exode rural. Et pour cela, il appartient aux décideurs, en accord avec la population, de pouvoir garder et fixer nos concitoyens dans leur lieu de résidence en mettant en place des opportunités et des moyens adéquats pour vivre correctement avec dignité et pouvoir s'épanouir et se développer. اللي كان سولوسنا محارحة. Dans l'actualité également, dans le cadre du pacte national de solidarité élaboré et adopté par le gouvernement et à la suite de la crise de Covid-19, une cérémonie de remise de chèques de 92 250 000 francs en faveur des propriétaires et chauffeurs des taxis donc, a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple, présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Serid Nouh, du directeur général de la CPEC, Omar Ibrahim, du président du syndicat de taxi, Moussa Hussein, ainsi que de nombreux propriétaires et chauffeurs de taxi. Rappelant que le président de la République a doté ce fonds de secours et de soutien au TPME d'une subvention de l'ordre de 10 millions de dollars, soit 1 777 215 000 de nos francs. Le ministre de l'économie et des finances a souligné dans son intervention que ces fonds permettront de relancer l'activité de ces secteurs touchés par le Covid-19. 650 propriétaires et chauffeurs de taxi vont bénéficier de ce fonds de secours disponible à partir de demain à la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti. En profitant de cette occasion, le directeur de la CPEC a fait savoir aux invités les missions confiées à la CPEC. La CPEC, a-t-il dit, est une institution de microfinance qui s'inscrit donc dans la politique de lutte contre la pauvreté initiée par le président de la République. Et la cérémonie de remise de chèques a été marquée par la présence de centaines de propriétaires de chauffeurs de taxi de la capitale. Et le directeur général de la CPEC a souligné que la CPEC est une institution qui ne ménage aucun effort donc pour accompagner les couches sociales modestes exclues du système bancaire. Et à l'issue de la cérémonie, le ministre Ilyas Moussa Daoualé, accompagné du ministre de l'Intérieur, a fait remettre un chèque de 92 250 000 francs à l'ordre de la CPEC de Djibouti, représentée par son directeur général, en faveur des 650 propriétaires et chauffeurs des taxis. À ce jour, plus de 1700 activités de subsistance ont bénéficié de cette aide de la part du gouvernement. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de la CPEC de Djibouti, Omar Ibrahim. Djibouti est une institution financière qui a été mise en place par le gouvernement pour venir en aide aux personnes exclues du système bancaire. Donc, des personnes comme vous qui travaillez durement et à la fin de journée, une fois que voilà, vos recettes vos recettes, vous pourrez les placer au niveau des institutions, donc comme la CPEC,
où vous pouvez épargner. Et demain, bien sûr, la CEPEC sera à vos côtés pour vous accompagner en vous donnant de microcrédits pour faire face à vos petits pépins, notamment si vous avez des problèmes au niveau de vos véhicules, pour réparer, si possible aussi pour le moteur, pour le changement des moteurs, etc. Donc la CEPEC, c'est une institution qui a été faite pour vous accompagner. Aujourd'hui, vous avez la chance de bénéficier de ce fonds. Donc, pour rappel, donc ces fonds, c'est un fonds qui a été mis en place par le gouvernement sous la tutelle du ministère de l'économie, qui a fait un travail énorme. Donc, je rappelle que plus de 2000 personnes jusqu'aujourd'hui ont pu bénéficier de ce fonds. Donc, c'est un fonds qui a été mis en place pour venir, pour faire face aux difficultés que beaucoup d'entrepreneurs, donc de petits entrepreneurs, ont eu à faire face, notamment les chauffeurs de Bajaj, juste avant vous, ont pu bénéficier. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, qui a également pris part à cette cérémonie. Par ces petits mots, je voudrais dire à toutes les personnes ici présentes qui sont concernées par cette fonction de taxi que l'État, dans sa globalité, est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, et que vous aussi, de votre côté, vous devez respecter non seulement donc, la réglementation au niveau donc de tout ce qui concerne la sécurité, mais également aussi pour tout ce qui concerne donc l'environnement. Et l'État sera également là pour faire aussi ses obligations concernant les routes et concernant également aussi pour tout ce qui est accompagnement. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, qui a pris la parole durant cette cérémonie, a précisé que les taxis sont les ambassadeurs de notre pays. Lorsqu'une personne vient à Djibouti, soit pour le tourisme ou pour affaires, la première chose qu'il aperçoit, c'est le taxi. Vous faites savoir, donc, a-t-il indiqué en s'adressant aux chauffeurs et aux propriétaires des taxis, que la République de Djibouti est une destination de qualité. Vous êtes le premier contact des touristes. Si vous n'êtes pas agréable, ils fuiront. Si vous l'êtes, ils reviendront. C'est à la fois symbolique et pratique. Étant ambassadeur, vous devez redorer donc l'image de votre taxi. Les chauffeurs de taxi sont les véritables ambassadeurs d'un pays. Et le ministre est allé encore un peu plus loin. Un pays, a-t-il indiqué, est-ce que sont ces chauffeurs de taxi? Alors vous devez faire en sorte de vous soucier, à penser à votre pays en premier. Vous n'êtes pas seulement un chauffeur de taxi, mais aussi un ambassadeur de bonne volonté de votre pays, a conclu le ministre de l'économie et des finances. Une forte délégation conduite par le ministre des Infrastructures de l'Éthiopie, Degmawit Moses, et le ministre d'État Bar'ou Hassan a eu une réunion de travail de jour avec la partie djiboutienne conduite par le ministre des Transports, de l'Équipement et des Infrastructures, Hassan Ahmed Ibrahim. Durant les travaux, différentes questions destinées à renforcer les performances de mécanismes de consultation ont été donc traitées afin de trouver des solutions adéquates à certains problèmes pour assurer un développement sain des échanges commerciaux et du secteur logistique, du transport et du transit. À l'issue de 2 jours de travaux, les ministres des Infrastructures et d'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, et la ministre des Transports et de la Logistique de l'Éthiopie ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la feuille de route pour la mise en place de l'autorité de gestion du corridor djibouto-éthiopien en présence du président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti et du directeur des affaires maritimes, Ali Mirah Shehem Daoud. Les 2 parties se sont convenues à promouvoir une meilleure coordination entre les différentes institutions intervenant dans la chaîne logistique. Et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement de Djibouti, Hassan Ahmed Ibrahim, a affirmé que la capacité de nos infrastructures portuaires et de zones franches a traité le volume donc en constante augmentation. On l'écoute. Les membres de la commission, les 2 pays qui ont travaillé d'arrache-pied pour avancer l'agenda d'intégration économique et commerciale entre les 2 pays et ainsi promouvoir la coordination entre les différentes institutions
dans la chaîne logistique. Je vous réaffirme la capacité de nos infrastructures et de zones franches peut traiter les volumes en constante augmentation pour quand même répondre à leurs besoins. La saison d'emport du vrac solide, qui est prévue d'attendre jusqu'à 6,1 millions de tonnes, sera traitée avec une performance encore plus soutenue et sans faille. Les instructions ont été données dans ce sens. Enfin, je tiens quand même à faciliter de cette volonté affichée d'ouvrir le marché du multimodal en Éthiopie. Je pense que cette approche insufflera une nouvelle dynamique dans le secteur logistique et portuaire. En nouvelle nationale, toujours, le Djibouti Palace Kempinski a abrité ce week-end un atelier sur la sécurité sanitaire des aliments et le système de contrôle alimentaire, atelier qui a eu lieu sous l'égide du ministre du Commerce et qui a rassemblé tous les experts, mais aussi le personnel des institutions concernées. Cet atelier a contribué à l'amélioration des connaissances relatives donc aux règles et aux procédures du Codex et à une meilleure compréhension liée à une expérience pratique de la mise en œuvre des activités de contrôle des aliments au sein d'un système de contrôle des aliments bien géré. Par ailleurs, cet atelier avait pour mission de sensibiliser les acteurs de la scène nationale versés dans ce domaine à la nécessité de contribuer aux activités du Codex afin de garantir que les normes alimentaires internationales élaborées par la Commission du Codex Alimentarius est la seule organisation internationale qui supervise tous les aspects de la filière alimentaire, offrant ainsi une vision unique et à 360 degrés de la sécurité sanitaire des aliments. Un partenariat de longue date avec l'OMS a enrichi cette perspective. Grâce à leur mandat complémentaire, la FAO et l'OMS traitent diverses questions en vue de contribuer à la sécurité sanitaire des aliments à l'échelle mondiale et de protéger la santé des consommateurs. D'une manière générale, l'OMS supervise le secteur de la santé publique avec lequel elle entretient de solides relations et la FAO, quant à elle, s'occupe des questions de sécurité sanitaire des aliments tout au long des diverses chaînes de production alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel pour garantir que les aliments soient sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production à la récolte, en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la préparation et la consommation. J'encourage dans la foulée tous les participants de cet atelier qui représentent autant les acteurs publics de la sécurité sanitaire des aliments que le secteur privé et la société civile à participer activement aux travaux et discussions des journées à venir. Je propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Commerce. Djibouti importe la quasi-totalité des produits alimentaires. De ce fait, la sécurité et la qualité alimentaire sont des enjeux majeurs dans notre pays. Afin de garantir cette sécurité auprès des consommateurs, le gouvernement djiboutien a engagé de vastes réformes dans le domaine de la normalisation et la promotion de la qualité afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. Dans cette optique, notre pays dispose de l'arsenal juridique nécessaire et vient en outre de se doter d'une nouvelle structure en charge de l'élaboration de normes alimentaires dénommée Agence djiboutienne des normes et de la qualité. La création de cet important organe est un pas décisif dans le renforcement de la politique gouvernementale en matière de qualité et de compétitivité à travers l'élaboration, l'homologation de normes pertinentes et la certification des produits.
L'action menée par notre gouvernement sur la question de la sécurité sanitaire des aliments s'est aussi concrétisée avec la création d'un comité national du Codex Alimentarius qui regroupe tous les acteurs publics en charge de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que des représentants du secteur privé de la société civile. Le ministère du Commerce est le point vocal de ce comité. Ce comité vise à contribuer à l'adoption et l'application des normes du Codex Alimentarius en vue de promouvoir au niveau national un système efficace de sécurité sanitaire des aliments consommés à Djibouti. Mesdames et messieurs les participants et participantes, je ne doute pas qu'à l'issue de cette formation, vous allez améliorer vos capacités de résoudre les problèmes liés à la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires consommés à Djibouti. Dans l'actualité également, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a abrité ce matin la cérémonie de clôture de la formation de formateurs au profit de 12 spécialistes de langage des signes qui ont acquis les qualifications de niveau 1. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé cette cérémonie de clôture de la formation de formateurs au profit de 12 spécialistes. Plusieurs hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale ont pris part à cette cérémonie. A noter que cette formation de formateurs en langage de signes a duré 4 semaines et a bénéficié à une douzaine de spécialistes du langage des signes et qui ont suivi une introduction à la langue des signes et langue des signes conversationnelle, mais aussi la communication en langue de signes dans la vie de tous les jours. Cette formation a été dispensée au centre de formation de l'enseignement fondamental par des experts issus des organisations britanniques Frontline Children and Deaf Hub, 2 organisations spécialistes dans la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, notamment ceux atteints de surdité. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a mis l'accent sur l'intérêt de la formation des formateurs en première session de formation pour former les enseignants. Le secrétaire général a rappelé que la scolarisation de tous les enfants malentendants ou malvoyants dans la République de Djibouti est un impératif majeur pour le ministère de l'Éducation nationale. Très longtemps, le ministère de l'Éducation s'attelle à intégrer nos jeunes handicapés, surtout les handicapés surdits. Donc, à cet effet, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas des enfants qui ne sont inéducables. Tous les enfants sont éducables et par conséquent, la pédagogie d'un éducateur doit inclure tout le monde. L'ère de la ségrégation est révolue. L'école de demain, ce sera une école qui est connectée et surtout une école qui intègre tous les handicaps, que ce soit des handicaps mentaux ou bien des handicaps physiques. Dans le cadre de la surveillance des impôts, le service des impôts de la région d'Arta, en collaboration avec la préfecture régionale de la région et la gendarmerie nationale, a lancé hier une vaste opération de collecte des impôts dans le lieu commercial de la région d'Arta et les différentes localités de la région. Cette opération collecte des impôts a été présidée par le responsable du service des impôts de la région d'Arta, Mahdi Khair Rewalié. En préparant cette opération, le personnel des impôts, le personnel de la préfecture, la région d'Arta et de la gendarmerie nationale, les équipes des impôts sont venus visiter donc les différentes boutiques de la région où elles ont pu effectuer une inspection de collecte des impôts dans les différents lieux de commerce. Sport à présent, sous le patronage du secrétariat d'État au sport, la 4e édition du Cross Country Asset Joke s'est tenue hier dans le chef-lieu de la région. Ce rendez-vous annuel est organisé par la Fédération djiboutienne d'athlétisme. De nombreux athlètes djiboutiens et amateurs ainsi que de jeunes issus de la
détection du ministère de l'Éducation nationale ont pris part à ce cross. La cérémonie de lancement de cette édition 2021 a vu la participation du président de la Fédération d'athlétisme et son staff, des autorités de la région, de nombreux clubs d'athlétisme issus des différents corps des forces de défense et de sécurité du pays. La course avait des différentes catégories, à savoir seniors, juniors et cadets, dont quelques filles qui ont pu bénéficier et participer à cette course. À la fin de la course, la fédération a procédé à la remise des trophées pour les vainqueurs et les féliciter l'ensemble des gagnants pour leurs prestigieuses prestations marquées durant toute cette course. Et côté senior, Adel Moussa Absiye du club Force Armée djiboutienne s'est positionné à la première place avec un score de 24 minutes et 48 secondes. Et toujours du club Force Armée djiboutienne, Hussein Moussa Abdillahi et Abdi Houch Omar se sont respectivement classés 2e et 3e. Pour la catégorie junior, Aden Waberi, Hamze Haïbe de la garde des côtes se sont classés donc 1er et 2e position, et la 3e position est revenue donc à un jeune issu du centre études sport d'Ali Sabié, Samater Yonis de la police nationale. Enfin, côté filles, Habon Ahmed Jama, centre garde républicaine, et Maleiko Mohamed, garde républicaine, se sont classés 1er et 2e. Et quant à la 3e place est revenue à donc Fathi Abdillahi Ladiye des forces armées djiboutiennes. Ajouter cette année une nouvelle course, la course des détections pour le jeune scolaire, les filles et les garçons qui ont bien couru, comme on a signé une convention avec le MONFOP, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour avoir fait confiance à la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour pouvoir bénéficier des jeunes talents, parce que les jeunes talents aujourd'hui, les viviers de l'athlétisme se trouvent à l'éducation nationale. Donc maintenant, vraiment, on veut s'appuyer sur l'éducation nationale pour faire une bonne détection. Donc aujourd'hui, on a fait des courses de détection, plus les courses habituelles que nous organisions habituellement ici pour le cross à Sédhiou. Nous sommes d'autant plus fiers que les courses se sont bien passées, les jeunes se sont bien battus, et chaque course, d'une course à l'autre, on voit que nous disposons de beaucoup d'athlètes qui sont vraiment de jeunes talents et qui sont l'avenir de notre pays. Et page nécrologie, à présent, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Habib Aguirre Farah, survenu donc jeudi dernier à Ali Sabié pour rejoindre sa dernière demeure. La défunte Habiba Aguirre était la mère de 4 enfants, dont le député Mahmoud Mustafa Daher. Et en plus de ces 4 enfants, elle laisse derrière elle 9 petits enfants. La défunte, donc, née en 1950 dans une famille de notables avec des parents qui étaient parmi les premiers commerçants du pays. Elle fut entre autres la première fille scolarisée à l'école primaire d'Ali Sabié. Elle occupera une fonction d'infirmière spécialisée en pédiatrie à l'hôpital général Pelletier. Habiba Aguirre s'acquittera avec amour et abnégation de ses fonctions de l'indépendance du pays jusqu'à sa retraite, rendant ainsi de bons et loyaux services à la nation. Durant sa retraite, la regrettée défunte était toujours restée active, s'occupant bénévolement et avec dévouement des enfants des quartiers populaires et parfois aussi des adultes. Elle laisse un souvenir inoubliable auprès non seulement de ses proches, mais aussi de tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nécrologie également pour clore l'actualité nationale. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Othman Goïta Moussa, survenu à Djibouti. Le défunt ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs laisse une nombreuse famille, 3 veuves et 10 enfants. Partageant la douleur de la famille éprouvée de feu Othman Goïta Moussa, le ministre des Transports, des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad, et l'ambassadeur de Djibouti aux Émirats Arabes Unis, Moussa Mohamed Ahmed, adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches des et prie le bon Dieu de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité africaine à présent, la révolution numérique créatrice d'emplois en Afrique, l'importance de la transformation numérique dans la création d'emplois de qualité et la relance économique des pays africains post-pandémie, tel est l'axe principal du rapport Dynamique de développement en Afrique 2021. Fruit d'un partenariat entre l'Union africaine et le Centre de développement de l'OCDE, l'édition portugaise de ce rapport financé par l'Institut CAMOES a été présentée mercredi au siège de la CPLP, la
communauté des pays de langue portugaise à Lisbonne. La pandémie a stimulé la demande de solutions numériques dans les pays africains lusophones et le reste du continent africain, mais elle a aussi accentué les inégalités, comme le souligne le directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. En plus de faire le point sur l'impact de la crise sur le continent africain, le rapport propose des recommandations aux gouvernements et entreprises africaines sur les politiques publiques et le partage des bonnes pratiques pour stimuler la reprise et la création d'emplois. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.